Bonjour et bienvenue dans Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le réseau Avant de craquer a voulu aller à la rencontre de jeunes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. Dans ce dernier épisode de la saison 1 de Cap vers l'entourage, vous entendrez 2 témoignages. Tout d'abord, celui de Laurie. Aujourd'hui dans la vingtaine, elle témoigne de ce que c'est, pour elle, d'accompagner une amie qui vit avec une maladie mentale. Lorsque Laurie m'a contactée, leurs chemins s'étaient séparés. Mais entre ce premier contact et l'enregistrement de son témoignage, elle et son amie ont eu une grande discussion qui leur a permis de recoller beaucoup de morceaux. Elle nous parlera alors de comment elle a vécu cette discussion, ce sur quoi elle a ouvert les yeux et comment elle appréhende maintenant leur amitié. Par la suite, vous entendrez le témoignage de Julie Bello, intervenante à l'organisme La Boussole situé à Québec, organisme membre du réseau Avant de craquer. On plongera d'abord dans ce qu'est le métier d'intervenante, et puis elle répondra à certains questionnements de membres de l'entourage, comme comment faire la distinction entre la maladie mentale et la personne, ou comment apprendre à déterminer sa zone de pouvoir dans la relation. Bonne écoute! Cette amie-là, je la connais depuis le secondaire. On a été amis très proches depuis le début du secondaire à la fin. Elle a toujours eu des problématiques un peu particulières, c'est des problèmes familiaux, des choses comme ça. Donc, elle était suivie fréquemment par des intervenants de tout ça. Mais c'est vraiment vers la fin du secondaire plus qu'elle a eu des diagnostics plus précis. Là. Donc, c'est plus à ce moment-là que j'ai appris. Au secondaire, j'ai vécu ça un peu sans trop m'en rendre compte, parce que j'ai l'impression qu'à l'adolescence, on a plus tendance à ressentir des émotions puis à être influencé par les émotions des autres sans nécessairement se rendre compte. Donc moi, c'était plus ça, là, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir eu des difficultés. Je sais qu'on avait parfois des disputes là que je trouvais difficiles, mais c'est ça, c'était pas vraiment en tout cas, moi je m'en souviens comme c'était juste des disputes un peu d'adolescente. Là. J'ai pas de souvenir de m'être dit à cette époque-là, mon Dieu, c'est difficile d'avoir une amie atteinte de maladie mentale. Là. C'est venu plus tard, ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu après comment ça a évolué en vieillissant? On s'est perdu de vue un peu avec cette amie-là. Finalement, on a repris contact aussi. Puis là, tout allait bien. Puis c'est ça, j'avais vraiment l'impression qu'on avait comme chacune évolué un peu. Là. On avait passé par-dessus ces petites disputes-là qu'on avait étant ado, là, des petits drames, des petites problématiques. C'est ça, j'avais comme l'impression qu'on avait passé par-dessus. Fait que moi, j'étais super contente de reprendre contact. Là, c'était vraiment le fun. Mais finalement, là, il y a d'autres problématiques qui sont survenues, même étant adulte. Donc, ça a été plus problématique de traverser ça. Là. Moi, j'ai personnellement eu moi-même des problèmes de santé mentale. Là. Donc, c'est sûr que j'étais déjà plus sensibilisée à reconnaître les signes chez les autres. En tout cas, je considère m'en être sortie. Là. Donc, sentir que, même si la personne n'en a pas nécessairement conscience, sentir que tu te fais genre tirer vers le bas par les problèmes de quelqu'un d'autre, ça, c'est difficile. Puis, en même temps, vu que c'est une amie à laquelle je tiens beaucoup, tu sais, je voulais pas juste faire, ben là, je me sens entraînée vers le bas, au revoir, je peux être ton amie, là. Fait qu'il y avait comme ça à gérer ici, là. Comment, moi, préserver comme ma santé mentale tout en l'aidant, elle, à traverser ses propres problèmes. Juste un exemple, elle m'a dit ça, justement, dans la discussion, parce que moi, une des choses que j'aime pas dans la vie, c'est quand j'écris un message à quelqu'un puis que j'ai pas de réponse pendant très longtemps. Mais elle avait tendance à faire ça, donc là, elle me disait, j'apprécie pas vraiment. Donc là, j'avais comme accumulé beaucoup de frustration juste par rapport à ça. Je me disais, bon, je me sens pas respectée dans cette amitié-là, tout ça. Mais en discutant, j'ai réalisé que elle m'a expliqué que, dans le fond, quand elle se sent là redescendre vers les profondeurs de ses problèmes de santé mentale, elle, ce qu'elle a tendance à faire, c'est vraiment de s'isoler de tout le monde, puis de genre pas répondre à ses messages, pas aller voir, rien faire. Fait que là, juste se dire les choses comme ça, comme moi j'interprète pas recevoir de réponse comme un manque de respect, tandis que elle, c'est sa façon c'est comme ça qu'elle réagit aux difficultés qu'elle vit. Donc là, en le sachant, ça fait que moi, je me sens moins pas respectée. Je suis pas fâchée contre elle, qui, dans le fond, elle fait pas ça pour me blesser. Comme, fait que c'est vraiment de discuter des choses, de dire comme calmement,
je perçois telle chose de cette manière, puis c'est comme ça que je me ressens quand ça arrive, que tu fais ça, par exemple. Puis c'est de laisser la place à la personne pour expliquer pourquoi elle agit comme ça. Juste vraiment une discussion là de gens qui s'écoutent et qui se respectent là. Et comment t'as réussi à avoir ce courage-là de lui demander d'avoir une conversation? Je dirais pas que ça m'a pris du courage particulièrement, c'était plus parce qu'en y repensant là, j'ai comme fait un petit retour dans ma tête tout ça. Est-ce que genre je veux poursuivre cette amitié-là? Est-ce que ça me tire trop vers le bas ou est-ce que genre je crois qu'il serait pertinent de faire des efforts pour passer à autre chose puis essayer de recoller les morceaux un peu. En pensant à ça, je réalisais que cette amitié-là m'avait apporté beaucoup de positif. Puis j'avais vraiment vécu des beaux moments avec cette amie-là, puis je la connais depuis longtemps, puis c'est quelqu'un que j'apprécie là, en dehors de ses problèmes, c'est vraiment une personne géniale. Là. Puis c'est pas de sa faute si elle a des problèmes, qu'elle vit des problèmes comme ça aussi là. Fait que moi je réalisais que fallait pas juste que je retienne les choses négatives qui sont arrivées. Moi je croyais encore que c'était possible de construire sur du positif, puis de se parler vraiment en disant les vraies affaires. Comme moi j'ai ressenti cet événement-là comme ça, puis qu'elle me dise moi j'ai vécu ça d'une complètement autre manière. Fait que là ça fait comme un aha, tu sais. On se comprend enfin là. C'était pas nécessairement du courage, là, c'était plus je tenais à garder cette amitié-là, puis je trouvais que c'était quelque chose de pertinent là, qu'il fallait faire. T'as réussi à faire la distinction un petit peu entre sa personnalité à elle, puis éventuellement sa maladie. Comment est-ce que t'as fait comment est-ce que aujourd'hui t'arrives à faire cette distinction-là? Ben pour moi, ça s'est fait avec le recul. Là. Déjà que j'avais moi-même vécu des problèmes de santé mentale, j'étais plus sensibilisée aux symptômes, là, comment ça peut se présenter. Donc je voyais que c'est pas un trait de personnalité, par exemple, être stressé avant un examen, là, ou avoir tendance à s'isoler des autres quand on vit des moments difficiles. C'est pas nécessairement un trait de personnalité comme inchangeable, c'est plus une manifestation des problématiques de santé mentale. Pour moi, ça s'est fait assez facilement, vu que je connaissais déjà les manifestations des différentes maladies mentales. Est-ce que vous avez abordé ce sujet de la maladie mentale? Oui, on a abordé un peu le sujet de la maladie mentale là, pour les choses plus spécifiques à ce qui était arrivé, là, les chicanes, entre guillemets, qu'on avait eues. Là. Des choses plus spécifiques comme à cet événement-là, quand telle affaire est arrivée, est-ce que c'était parce que tu avais des problématiques? Oui, ah ben là, ta. Fait que ça, c'est sûr, ça m'aidait à plus comprendre sa situation, mais ça n'a pas été vraiment le point central de notre discussion. Là, c'était plus... en même temps, c'est ça, une autre façon comme de détacher la personne de sa maladie, là. C'est de dire, moi, ça me blesse quand tu fais telle chose, par exemple, au lieu de dire, ta maladie te fait faire cette chose-là, puis j'aime vraiment pas ça. C'est plus... Ça met plus les choses en perspective que comme si c'est quelque chose que tu as tendance à faire, mais c'est pas nécessairement pathologique. Pour moi, c'est mieux d'aborder les choses comme ça, là. Surtout parce que pour quelqu'un qui a une maladie mentale, c'est pas super de se faire dire genre là ta maladie mentale te fait faire ça, pis c'est vraiment pas correct. Je trouve pas que c'est comme une bonne manière d'aborder ce sujet-là avec quelqu'un qui vit ça, là. Quelles limites t'as dû mettre par rapport à elle, puis comment t'as su les identifier? Comment j'ai réussi à mettre mes limites dans le fond? J'ai fait une réflexion, là, j'ai repensé aux événements, puis j'ai identifié c'était quoi les moments où je m'étais sentie le plus mal dans cette situation-là, blessée ou quoi que ce soit. Puis le plus souvent, je réalisais que c'était parce que j'avais été déçue. J'avais des attentes qui n'avaient pas été remplies parce qu'elle avait des problématiques particulières qui lui permettaient pas de remplir mes attentes, dans le fond. Moi, ça a plus été de dire dans ma tête, je respecte qu'elle ait je respecte qu'elle vive ces situations-là, puis je veux pas tenir ça contre elle. Donc, pour moi, ce qu'il faudrait que je fasse dans ce cas-là, si je veux rester amie avec elle, c'est de moins mettre des attentes élevées, d'être plus réaliste dans la façon dont je vis cette amitié-là. Donc, dire qu'elle, elle pourra pas tout faire, n'importe quoi, que je voudrais faire moi. Par exemple, comme activité, elle, il y a des choses qui sont au-dessus de ses limites. Puis ça, faut que je le comprenne, si je veux rester amie avec elle. Donc, au lieu de dire, j'attends qu'elle se comporte comme quelqu'un qui a aucune maladie mentale, mais c'est de se dire, elle a ses limites, puis il faut que je les respecte. Puis moi, faut pas que je me sente déçue, parce que c'est pas, elle fait pas ça pour me blesser personnellement moi. C'est juste une situation de la vie, puis il faut que je m'y adapte.
Est-ce que, à l'inverse, il y a eu des fois où toi, tu en faisais trop pour elle et que c'est devenu une limite pour toi de te dire, OK, je m'investis plus autant, je mets plus autant d'énergie? Oui, c'est sûr qu'il y a des fois où j'ai réalisé que j'en faisais trop, là. Moi, quand, genre, quelqu'un me dit j'ai des problèmes de santé mentale, je veux vraiment être là pour cette personne-là, puis vraiment être là, si elle a besoin de sortir, de se changer les idées, si elle a besoin de, je sais pas, passer une soirée, écouter un film, quelque chose, peu importe, genre, c'est vraiment important pour moi d'être là pour être présente. Puis ça, je l'avais proposé plusieurs fois, puis j'avais pas trop eu de réponse. Ça m'avait blessée parce que j'avais l'impression que elle préférait juste pas me voir, tandis que comme elle m'a expliqué, elle, ce qu'elle fait quand elle vit des moments très difficiles, c'est de s'isoler des autres puis de vraiment le voir personne. Fait que ça, je me dis, au lieu de vouloir trop m'investir puis être présente, alors que c'est pas quelque chose dont elle a besoin, je lui offre d'être là pour elle, mais je respecte aussi son besoin d'être tout seul aussi, là. Donc, je pense que ça revient vraiment à comme comprendre l'autre, là. Avoir des discussions honnêtes qui permettent de comprendre ses moyens de fonctionnement puis les choses qui font, les choses qu'ils ont tendance à faire à cause de leur maladie mentale. Fait que ça permet de comprendre que, OK, c'est pas juste qu'elle veut pas me voir ou qu'elle s'en fout de moi ou que je compte pas dans sa vie comme, ou qu'elle donne pas de valeur à notre amitié, mais c'est juste que c'est des manifestations de sa maladie puis genre, faut les comprendre. Est-ce que toi, t'as des personnes à qui tu te confies quand c'est plus difficile cette relation-là à maintenir, comme l'équilibre à maintenir? Est-ce que y a d'autres personnes dans ton entourage à qui t'en parles? Oui, ma mère m'aide beaucoup. Sinon, là, j'ai d'autres amis là, qui sont comme un peu plus reculés de cette situation-là, là, qui peuvent permettre d'avoir un regard neutre. Là. Des fois, je me dis, bon, comment je devrais agir, tout ça. Là. Donc, c'est ça, j'ai des ressources. Est-ce que t'as déjà ressenti le besoin d'aller chercher de l'aide un peu plus professionnelle pour toi par rapport à cette amitié-là? Oui, c'est sûr. Avant qu'on ait la discussion qu'on a eue, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher de l'aide, là, juste pour savoir un peu comment naviguer les eaux troubles de quelqu'un qui a une maladie mentale, mais qui est pas, mettons, un membre de la famille. Là. Donc, tu sais, je suis une adulte indépendante, c'est une adulte indépendante, c'est pas mon enfant, c'est pas ma sœur, donc il y a des limites là sur mon implication là que je peux faire légalement. Là. Oui, j'ai pensé à demander de l'aide là, juste pour savoir un peu comment moi mes limites puis comment je pouvais l'aider sans vraiment m'épuiser là. Justement encore une fois parce que je suis pas psychologue, donc vu que j'ai pas les techniques pour intervenir de façon saine auprès d'elle. Genre, je me disais, ça va sûrement m'épuiser là, si j'essaye de trop m'impliquer, vu que j'ai pas le détachement qu'un psychologue aurait, par exemple. Si ça s'était pas réglé aussi facilement, là, peut-être que je serais allée en chercher. Là. Pour pas juger la personne, je pense que c'est important vraiment là de s'informer sur les maladies mentales, là où les maladies mentales que cette personne-là a. Ça permet un peu de mettre les choses en perspective, là, que c'est pas nécessairement que la personne grimpe au rideau ou surréagit pour des affaires, ou au contraire réagit pas assez. Par exemple, dans le cas de la dépression, déjà là, de savoir, OK, mon proche a cette maladie-là, puis voici les manifestations que cette maladie-là peut avoir dans la vie de tous les jours. Déjà ça aide beaucoup là à moins juger la personne. Là. Parce que de se dire, c'est pas juste elle qui fait ça par paresse ou par méchanceté, là, que c'est vraiment une problématique qui est hors de son contrôle. Là. Fait que ça aide beaucoup. Est-ce que depuis que tu as eu une conversation avec elle, tu envisages ta relation différemment avec elle? C'est sûr que j'envisage notre relation un peu différemment. Là. Comme je disais, il faut que j'apprenne à mettre mes limites. Là. Dans le sens, moi j'ai tendance à beaucoup aller vers les autres. Si je sens que quelqu'un a besoin de support émotif, j'ai tendance à beaucoup offrir, là, à dire que je suis là, etc. Là. Mais fait que ça fait que je m'investis beaucoup, je veux pas. Mais quand la personne n'a pas besoin de ça nécessairement, ça peut créer des déceptions, là, ou ça peut faire que je me sens un peu rejetée. Mais fait que c'est ça, là, faut que je me dise, moi j'ai tendance à faire ça, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de ça, donc c'est correct là que ces rejets-là arrivent. Fait qu'il faut pas que je m'investisse autant émotionnellement. Là aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu veux parler de ça? Je veux parler de ça pour
dire aux gens qui ont des proches atteints de maladies mentales que c'est possible de garder ces personnes-là dans nos vies pendant qu'ils traversent les épreuves qu'ils traversent. Là. Même si ça demande beaucoup d'énergie, il y a des façons là, d'appréhender ces relations-là sans nécessairement y mettre toute son énergie, là, puis d'apprendre à mettre ses limites. Des fois, ça se fait un peu tout seul, comme moi, ça s'est placé un peu tout seul, vu que j'ai réussi à avoir une discussion avec elle assez honnête et ouverte. Donc ça m'a beaucoup aidé à apprendre comment moi, personnellement, je traversais ça. Pour certaines personnes aussi, ça peut prendre de l'aide spéciale d'intervenants, là, lire des livres ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est pas complètement impossible de rester dans la vie de ces personnes-là. Là. Merci à Laurie pour ton témoignage et ce message si fort que tu as souhaité transmettre. Vous entendrez maintenant Julie Bello, intervenante à l'organisme La Boussole. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre métier? En quoi ça consiste? Dans le fond, mon rôle à La Boussole, moi, je suis intervenante. Je suis coordonnatrice clinique de l'organisme, mais également intervenante directement auprès de la clientèle. Donc, nous, on reçoit de la clientèle là, de tous âges, enfants, adolescents, adultes, qui viennent consulter pour un proche. Donc, moi, mon rôle à La Boussole, bien évidemment, c'est de les informer sur les services qui existent, les recours possibles, de les outiller aussi dans la relation avec leurs proches. Donc, savoir quelle attitude à privilégier, à éviter dans le contact, les événements vécus, connaître les ressources, comme je le disais tout à l'heure, là, de crise, d'urgence en cas de besoin ou de référencement vers autres services nécessaires, autant pour eux que pour leurs proches. Donc, mon rôle à La Boussole, c'est de les accueillir, de les informer, de les outiller, de leur donner des occasions aussi de se retrouver entre proches, donc avec d'autres proches qui ont des situations familiales semblables pour se sentir moins seuls. Donc, de réunir des gens qui ont un vécu qui peuvent s'apparenter entre eux. Puis voilà, ça ressemblerait à ça, là. Et qu'est-ce que vous aimez de ce métier? Moi, ce que j'aime de mon métier à La Boussole, c'est les gens qu'on rencontre qui ont des vécus quand même très variés, là, malgré des fois les similitudes dans leur réalité familiale. Donc, des approches différentes, des façons de le vivre de façon différente, pardon. La variété de nos services aussi fait que on va chercher différents aspects de leur réalité, on va travailler différentes choses avec eux. L'entraide qui se dégage aussi des services qu'on offre, des événements qu'on va offrir en groupe surtout, donc avec cette clientèle-là. Le fait qu'on accueille des jeunes de tous âges, des adultes de tous âges, donc on peut rencontrer des réalités variées, puis travailler des choses de façon différente avec chacun d'eux, là. On a parlé à plusieurs reprises dans les épisodes d'apprendre à mettre ses limites. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, poser ses limites? Quel type de limites je peux poser en tant que membre de l'entourage? Pour vraiment se préserver en tant que proche, il y a différentes façons de faire et ça va dépendre de chaque personne qu'on rencontre. Donc, chaque personne ne sera pas prête nécessairement à mettre la même chose en place que quelqu'un d'autre. Donc, on parle de poser des limites. Quelqu'un, ça peut être de vraiment se permettre simplement de prendre un temps pour elle dans la semaine où est-ce que elle va faire une activité qui lui permet de se changer les idées, de décrocher des difficultés, de pas penser à tout ça là, qui est en lien avec la problématique de santé mentale. De faire des choses qui les valorisent, qui leur permettent de sortir de ça. Donc, ça peut prendre cette forme-là pour certaines personnes. Quand on parle de poser des limites, certaines personnes vont mettre une certaine distance dans la relation avec l'autre. Donc, pas nécessairement de couper les ponts, mais de décider qu'est-ce qu'ils vont jouer comme rôle auprès d'elle. Est-ce qu'ils veulent la soutenir dans des démarches de recherche d'aide? Est-ce qu'ils veulent la soutenir dans des tâches quotidiennes au niveau financier? Ça dépend vraiment de chaque personne qui se présente à nous. Ça dépend où est-ce qu'elle est à ce moment-là. Ça peut changer dans le temps chez une même personne aussi. Donc, c'est très varié. Mais nous, l'important, c'est qu'on part de où la personne est prête à agir. Qu'est-ce qu'elle a déjà tenté de faire? Qu'est-ce qu'elle a trouvé aidante? Avec quoi elle était à l'aise? Ou qu'est-ce qui, pour elle, et c'est pas acceptable. Je peux pas faire ça dans la relation avec mon proche. Puis, on encourage fortement aussi à avoir quand même un réseau d'aide, que ce soit des membres de l'entourage, que ce soit des organismes qui existent, des lignes d'écoute, des intervenants, mais d'avoir des gens à qui en parler, de pas rester seul là-dedans. Je vous dirais, c'est peut-être plus par là, qu'on commence avec eux, là. Comment savoir là ce qu'on est capable d'accepter dans une relation avec le proche qui a la maladie?
Encore là, on va aider beaucoup les gens à faire des réflexions, à prendre un recul sur eux-mêmes pour être capable d'identifier, ben, quand je vis ça avec mon proche, ça me rend inconfortable, je suis pas bien avec ça, j'y pense beaucoup, j'ai de la misère à dormir parce que je me dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc, on encourage les gens à écouter ce qu'on appelle la petite voix, là, leur petite voix intérieure. Généralement, c'est un bon indice qui va leur dire, je suis pas bien dans cette décision-là, je suis pas bien dans le fait d'être aussi aidant, soutenant ou de prendre autant de distance. Donc, on va les encourager à écouter ça, on va les encourager à identifier peut-être, tu sais, même mettre par écrit des fois le pour, le contre. J'aide mon parent au niveau, mon proche au niveau, par exemple, financier. Je l'accompagne, je lui donne un montant et tout ça. Est-ce que je suis plus pour, plus contre? C'est quoi les pour, les contre? De faire une genre de balance décisionnelle aussi pour les amener à cette réflexion-là, de dire, est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que je veux essayer autre chose? Le fait aussi qu'on favorise beaucoup ce qui est entraide, donc de rencontrer d'autres gens qui vivent des situations semblables, ça peut aider ces personnes-là à identifier un petit peu des trucs qui ont déjà été tentés par des gens qui ont une situation similaire, de voir qu'est-ce que ça leur apportait, de les amener à essayer autre chose, de sortir des fois de du cycle qui est présent là, dans leur situation à eux, puis de tenter des choses. C'est comme souvent on va leur dire, des fois il faut essayer quelque chose, prendre le temps de voir comment on se sent avec ça, de voir dans le temps comment est-ce qu'on est capable de le perdurer ou non, puis de se permettre des fois de reculer, de dire, ben regarde, j'ai essayé, je suis pas bien avec ça, finalement, je vais peut-être laisser tomber ce type de limite-là, je vais essayer autre chose. Donc, d'être très à l'écoute de soi-même, de se respecter soi-même avant tout là, pour sentir que l'autre puisse nous respecter dans ces limites-là qu'on pose. La réalité des membres de l'entourage peut prendre différentes formes, chaque relation et chaque personne étant unique. Les relations peuvent être celles de fratrie, de parents, de collègues, d'amis. Je me questionne sur le niveau d'engagement dans chacune d'elles, et plus particulièrement dans celles qui ne sont pas familiales. Comment trouver au fond de soi l'énergie de se dire « ça vaut la peine de travailler sur notre relation pour qu'elle se maintienne, alors que je pourrais y mettre fin ». Quand on parle d'amis, de partenaires de vie, bon, des fois, on peut se dire, OK, on peut choisir de mettre fin à la relation, de dire, je veux pas ce type d'amis-là dans ma vie ou de partenaire. Comment faire pour travailler cette relation-là, de vouloir maintenir ça, d'aller de l'avant? Ben, je pense qu'il y a différentes façons encore là. Effectivement, d'aller chercher de l'aide, je pense que faut que ça devienne une première étape. Donc, quand on sent que ça dépasse nos capacités personnelles, nos limites personnelles, qu'on a déjà tenté, souvent on a tenté des choses avant d'aller chercher de l'aide. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres moins. À ce moment-là, quand on sent un inconfort qui est lié à ça, ben, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des conseils. Je pense qu'effectivement, la communication avec le proche aussi, de s'asseoir, de prendre le temps de nommer c'est quoi les attentes qu'on a dans la relation avec elle, mais c'est quoi aussi nos limites qu'on a besoin de poser pour sentir qu'on se respecte soi-même, qu'on ne s'épuise pas, qu'on ne va pas en dehors de nos valeurs personnelles, par exemple. Donc, de le nommer de part et d'autre, d'encourager l'autre personne aussi dans la relation à faire de même avec soi-même. Ça nous donne une idée un petit peu de est-ce que je vais être capable de répondre à ses attentes à elle dans la relation qu'elle a avec moi? Donc, oui ou non, je vais devoir lui dire, écoute, oui, je suis à l'aise pour ça, non, je ne le suis pas pour telle attente. Et là, ça va être plus clair par la suite pour la relation entre les deux personnes. Ça ne veut pas dire que ça va toujours bien aller. De là, l'importance de bien se connaître soi-même aussi pour connaître nos limites personnelles et qu'est-ce qu'on est prêt à appliquer. Par exemple, des fois, on va parler de, entre guillemets, conséquences. Donc, si je pose une limite puis je sens que mon proche ne la respecte pas à un moment ou à un autre, qu'est-ce que je suis prête à appliquer, moi, comme conséquence? Qu'est-ce que je suis prête aussi à tolérer comme réaction de la part de l'autre et tout ça? Donc, comment je vais prendre soin de moi malgré le fait que mon proche ne réagira peut-être pas comme je l'avais souhaité. Ça fait que c'est un petit peu tout ça qu'on peut mettre en place. Il y a des gens qui vont être capables de mettre en place des choses sur un très long terme, plusieurs années durant, que ce soit avec un parent, un ami, un conjoint, avant d'en venir à dire « Oh, attends un petit peu, là, je m'oublie à travers ça ». Il y en a qui vont eux-mêmes, malheureusement, des fois tomber malades, donc avoir des éléments de dépression ou d'anxiété liés à une situation très difficile au niveau relationnel. Donc, des fois, c'est ces éléments-là ou des fois des problèmes de santé physique aussi qui vont amener la personne à la réflexion de je pense que je m'oublie. Je me suis pas regardée aller, j'ai pas été à l'écoute de mes pensées, de mon corps. Et là, j'en ressens les impacts de cette relation peut-être plus difficile, là.
Donc, je pense que chacun le voit à sa façon. Des fois, ça va être d'avoir pris un recul dans la relation qui peut permettre de dire « Oh, OK, j'étais rendu là, je me voyais pas aller, moi j'allais tu sais, j'allais toujours un jour à la fois, j'avançais, et je voyais pas tout ce que je faisais pour l'autre personne, mais que l'autre était peut-être pas prête à mettre en place. Donc, c'est comme si je pédalais un peu dans le vide. Alors, des fois, les gens, c'est de prendre ce recul-là qui leur permet de voir qu'ils ont peut-être été un petit peu plus loin que le rôle qu'ils voulaient jouer dans la relation. Je pense que je reviens encore à la petite voix. L'important, c'est ça. Si on ressent un inconfort, s'il y a des choses qui nous envahissent un peu les pensées, qu'on a tendance à avoir des émotions négatives par rapport à des relations. Des fois, comment on va le sentir, c'est que quand on reçoit un appel puis qu'on voit sur le numéro, on voit le numéro de téléphone de la personne en question, on a comme une petite angoisse, un petit point dans l'estomac. Bon, ça nous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui nous agace, qui nous rend inconfortable dans ce contact-là, cette relation-là. Donc, je pense que c'est d'être à l'écoute de ça pour cerner est-ce que c'est un contact, une relation qui me satisfait, qui répond à ce que j'ai besoin, ou est-ce que c'est plus négatif qu'aidant? Vous parliez tout à l'heure d'avoir une discussion au sujet de certaines incompréhensions ou quoi. C'est quoi les sujets nécessaire à aborder dans cette discussion-là et comment on fait pour l'avoir, cette conversation? Mm-hmm. C'est sûr que c'est important, la communication dans toute relation, encore plus quand on a une relation qui peut y avoir des défis en lien avec la santé mentale de l'autre personne. C'est super important quand même de tenter de prendre le temps de faire cet échange-là. Il faut toujours se rappeler aussi dans la relation avec quelqu'un d'autre de notre zone de pouvoir. Ça, c'est un concept quand même assez important qu'on aborde beaucoup avec les gens. Parce que des fois, bon, la personne se dit, je veux avoir une communication avec la personne, je veux qu'on parle, qu'on mette carte sur table, qu'on s'informe, qu'on se dise les vraies choses. Si l'autre personne n'est pas réceptive, elle n'est pas prête à ça, elle est plutôt fermée ou elle réagit de façon négative face à tout ça, on ne pourra pas agir à la place de l'autre. Donc, je pense que de nommer à prime abord notre besoin, de parler avec elle, de nommer mes attentes, mes limites, puis de l'entendre sur ses attentes et ses limites dans la relation avec moi. Donc, de l'amener à collaborer aussi, c'est déjà un bon point. C'est sûr qu'on va toujours espérer que l'autre personne soit réceptive, soit collaborative dans cette proposition-là. Donc, c'est ça, de se nommer un peu les attentes, les limites, de parler des vraies choses, donc de dire, ben écoute, j'ai remarqué des changements dans ton comportement. Je remarque aussi que tel ou tel comportement est très présent ces temps-ci, ça m'affecte, ça m'inquiète. Comment tu te sens, toi, là-dedans? De l'encourager est-ce qu'elle est prête à aller chercher de l'aide? Est-ce qu'elle est ouverte à un type d'aide en particulier? Donc, de proposer de l'accompagner selon ce qu'on se sent capable et qu'on a envie de faire aussi. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être abordées. On va encourager souvent les gens à parler ce qu'on appelle enjeu. Donc, parler de nos propres émotions, partir de soi et non aller pointer un comportement chez l'autre qui nous agace ou reprocher quelque chose à l'autre. Vraiment juste dire qu'on a observé certaines choses qui nous préoccupent, qui nous inquiètent, qui font qu'on a de la misère à reconnaître la personne, puis d'amener l'autre là, à se prononcer par rapport à ça. Comment on distingue ce qui relève de la personnalité de la personne et ce qui relève de la maladie mentale dans certains comportements ou agissements? Ce ne sera pas clair à 100%. L'important, c'est de soulever peut-être ce qu'on observe qui nous préoccupe, les changements par rapport à elle-même et non en comparaison avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus comme ça là, qu'on peut arriver à distinguer peut-être ce qui appartient au trouble de ce qui appartient à la personne. Surtout pour des relations qui sont peut-être nouvelles dans la vie de la personne, qu'on la connaît pas depuis sa tendre enfance, par exemple. Donc, ça va peut-être ça va être différent. Souvent, un parent va être plus en mesure de dire, ben dès son jeune âge, il avait tel ou tel tempérament, profil, réaction, façon de vivre les émotions, qui peuvent perdurer dans le temps puis se voir à travers le développement d'une problématique de santé mentale. Donc, on peut voir ça. Mais quand on rencontre la personne, c'est un nouveau partenaire de vie, un ami, ben c'est peut-être plus dur de faire la distinction là, entre ce qui appartient à la personnalité versus du trouble de la personne. Si on a en face de nous quelqu'un qui a une problématique de santé mentale, qui reconnaît peut-être sa problématique, qui est ouverte à en parler, je pense que ça peut être une bonne occasion d'aborder avec la personne ces aspects-là,
de voir là, comment elle est capable de nommer, ben écoute, moi, avant d'avoir le diagnostic ou avant de développer des problématiques, j'étais comme ça ou j'avais pas ça. Fait que ça va peut-être être plus facile de cette façon-là. Les 18-25 ans sont moins nombreux et nombreuses à aller chercher de l'aide, peut-être par manque de temps ou par oubli de soi. Je demande à Julie pourquoi c'est si important d'aller chercher du soutien lorsque l'on a 18-25 ans et que l'on accompagne une personne vivant avec une maladie mentale. Le grand défi pour les jeunes adultes de vivre des relations qui peuvent être difficiles avec quelqu'un qui a une problématique de santé mentale, c'est effectivement des jeunes, c'est souvent une catégorie d'âge de personnes qui sont très impliquées, donc travail, études, amour, amitié. Puis c'est un âge aussi où les relations d'amitié, relations amoureuses sont très importantes, significatives dans cette période-là de la vie. Donc, je pense que c'est encore plus important d'aller chercher du soutien, des conseils, même des fois juste de l'information qui nous permettent de démystifier un petit peu les peurs qu'on peut avoir là, face à la relation avec cette personne-là. C'est important de bien s'entourer puis d'installer des bases solides dans une relation comme ça, dans un lien comme ça. Donc, d'aller chercher des outils, des conseils, ça peut permettre là, dès le début d'une relation, que ce soit d'amitié, amour ou quoi que ce soit, même au niveau des collègues de travail, de partir avec quelque chose qui est quand même solide, de se sentir outillé, d'éviter d'en venir peut-être envahi par les émotions généralement négatives que l'on vit par rapport à des événements, puis sentir qu'on a un certain contrôle là, sur des choix qu'on peut faire pour se respecter, travailler notre estime personnelle aussi. Donc, c'est très important, là. C'est pour ça que les organismes comme du réseau Avant de craquer existent, là. On termine notre belle discussion avec quelques petits conseils offerts par Julie, qui décrivent son approche lorsque l'on cogne à la porte de l'organisme. Ou que on appelle, ça marche aussi. Souvent, le premier conseil qu'on va donner aux gens, là, on va travailler beaucoup avec les gens à déterminer leur zone de pouvoir, là, comme je le nommais tout à l'heure. Donc, dans la relation avec quelqu'un d'autre, ils ont une zone de pouvoir et l'autre personne a sa zone de pouvoir. Donc, ce qu'on entend par là, c'est qu'on peut mettre des choses en place, on peut agir, on peut poser des limites, on peut communiquer notre ressenti dans notre zone de pouvoir, c'est possible de le faire. Si on veut, on aimerait que l'autre personne change certaines attitudes, réactions, comportements. Si on voulait que l'autre personne aille chercher de l'aide, mettre des choses en place pour travailler sur elle-même, c'est qu'on tente d'agir dans la zone de pouvoir de l'autre. Et c'est là qu'on va des fois s'épuiser, on va vivre du découragement, de l'impuissance, parce qu'on sent que même si on investit beaucoup de temps, d'énergie ou quoi que ce soit, ça n'amène pas les changements qu'on souhaiterait. Puis des fois, même ça peut des fois affecter le lien avec l'autre quand c'est trop présent. Même l'autre personne peut se sentir là incomprise ou peut-être pressée là à un endroit où est-ce qu'elle n'est pas prête. Donc souvent, ça va vraiment être la première chose qu'on va tenter de déterminer avec les gens qui viennent nous voir, qui voient un peu où elle est leur zone de pouvoir à eux. Et le fait d'avoir ce sentiment de reprendre un contrôle à un certain endroit dans la relation avec l'autre, reprendre le pouvoir sur sa propre zone de pouvoir à elle, sur sa vie, ça fait déjà du bien à la personne de sentir qu'elle a un certain contrôle, même si elle vit énormément d'impuissance dans la relation avec l'autre. Des fois, on va les amener à se questionner sur c'est quoi le plus petit pas que vous vous sentez capable de faire dans la relation avec l'autre. Parce que des fois, on aborde le lâcher-prise avec les gens. Puis le lâcher-prise, des fois, ça fait peur. C'est un peu proche de l'abandon. Il y a des gens qui ont l'impression de devoir abandonner. Mais on va clarifier que c'est vraiment de reconnaître qu'ils n'ont pas nécessairement de pouvoir dans la zone de l'autre et qu'ils se doivent d'accepter certains choix de l'autre personne. Donc, des fois, quand ils sont pas rendus à lâcher prise, on peut leur demander c'est quoi le plus petit pas que vous êtes prêt à faire dans la relation avec l'autre personne. Et là, encore une fois, c'est très relatif à chacun. Certains, ça va être de pas répondre aux appels la nuit. Certains, ça va être de diminuer le montant d'argent qu'ils vont prêter. Donc, c'est très relatif. Vous venez d'écouter le 11e épisode de Cap vers l'entourage. Plus qu'un simple nombre, ce 11e épisode marque la fin de la première saison de notre série de balados. C'est donc avec grande émotion que nous vous remercions de nous avoir écoutés durant ces derniers mois. Nous avons voulu mettre la lumière sur les membres de l'entourage d'une personne vivant avec une maladie mentale, dont on parle trop peu. Mettre en lumière leurs et peut-être vos défis
mais aussi vous partager des outils et des ressources vous permettant d'apprendre à mieux vivre avec ces réalités si différentes, mais dans le fond, si semblables. Suivez le réseau avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aider sans filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos 2 sites web, aidersansfiltre.com et réseauavantdecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales.